Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette troisième table ronde de la matinée du Paris-Saclay Summit, première journée, je vous en prie, prenez place. Alors avec cette table ronde et une question qui nous brûle les lèvres, est-ce que l'IA va signer la fin des mathématiques humaines? Alors on est en droit de s'inquiéter quand on sait qu'une IA a obtenu l'équivalent d'une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, eh bien ça pose question. Les profs de maths vont-ils bientôt partir en retraite? L'IA est-elle capable de nous dépasser, de résoudre et de lancer des problèmes mathématiques? Eh bien, on va en parler tout de suite avec nos invités. Donc, Ken Ono, vous êtes professeur à l'Université de Virginie, plus pour très longtemps, puisque bientôt vous allez rejoindre la start-up Axiom. Amaury Hayat, vous êtes chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées et vous êtes tous deux interviewés par Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS. Hello everyone. So Ken Ono, thank you very much for coming to Paris for this meeting, this summit here in Paris-Saclay. You are one of the best mathematicians in the world, specialist of number theory. And something happened last June, last May, when you went to Berkeley. L'année dernière, vous êtes allé à Berkeley et votre vie a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, absolument. J'ai passé 30 ans de ma vie à être un mathématicien très classique, comme les plus grands mathématiciens français que vous connaissez. Et il y a un an, j'ai participé au programme appelé Frontier Math. Notre tâche en tant que mathématicien était de mettre sur pied 15 problèmes mathématiques extrêmement difficiles pour voir si les LLM pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis enregistrée parce que j'allais gagner 7 500 $ par problème. Donc je me suis dit, bon, voilà, j'allais gagner un peu d'argent facile. Et à la fin du week-end, ma vie avait vraiment, mon point de vue avait changé parce que j'ai eu accès à des modèles avant qu'ils soient rendus publics et devant mes yeux, j'ai vu des problèmes mathématiques extrêmement compliqués, très largement résolus par des ordinateurs. Les démonstrations n'étaient pas encore tout à fait correctes à l'époque, mais passer d'un ordinateur qui ne pouvait être utilisé que pour envoyer des emails et passer à un ordinateur qui pouvait avoir un raisonnement du niveau universitaire était quelque chose de vraiment très changeant pour moi. Et donc, j'ai décidé, donc, il y a un an, de me concentrer sur l'IA et la recherche mathématique. Vous avez décidé de quitter l'Université de Virginia? Je suis en congé sabbatique, pour ainsi dire. Je travaille pour Axiom Math. J'ai commencé en décembre, donc il y a tout juste 2 mois, nous avons déjà publié notre premier article avec quelques conjectures et je pense que d'ici à cet été, la qualité des recherches effectuées seront vraiment très surprenantes pour beaucoup de personnes, j'en suis convaincue. Amaury Hayat, je ne sais pas en quelle langue je suis censée m'exprimer. Vous avez baigné dans l'intelligence artificielle depuis que vous êtes bébé mathématique, je dirais. Donc c'est une expérience très différente. Qu'est-ce qui vous a amené à l'IA? Alors, de mon côté, en fait, je voulais faire de l'IA pour les mathématiques depuis un petit peu avant de commencer ma thèse. J'avais l'impression que si ces IA commençaient à être si fortes, peut-être qu'un jour, elles seraient capables d'effectuer des tâches intellectuelles comme les mathématiques. Mais c'était un peu juste un rêve, c'est-à-dire que je savais essentiellement pas coder. Donc je savais pas coder, je faisais des maths avec du papier et crayon. Et en fait, pendant ma thèse, 3 ans plus tard, j'ai re-rencontré Guillaume Lample, qui lui voulait faire la même chose. Il avait le même rêve. Lui faisait une thèse en IA, moi une thèse en maths, et donc le rêve est devenu un plan plus concret. Et donc ça, c'était il y a un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je travaille à entraîner des IA, soit à avoir une intuition mathématique sur des problèmes meilleure que celle des humains. Donc il y a des problèmes pour lesquels les humains s'en remettent à l'intuition parce qu'on n'a pas de théorème pour les résoudre. Et dans ces problèmes-là, on arrive à avoir des IA qui sont meilleures que les humains à trouver ces intuitions. Et puis une deuxième direction de recherche, c'est essayer d'avoir des IA qui sont capables de démontrer des théorèmes, c'est-à-dire on leur donne un énoncé et elles donnent une preuve un peu comme celle que mentionnait Ken juste avant. Ok, donc nous avons 2 points maintenant. Et donc la question est comment est-ce que l'on peut s'assurer que les IA puissent démontrer des mathématiques, soit par raisonnement, soit en utilisant des intuitions? Eh bien,
Je pense qu'ici, il y a différents points à prendre en compte. Si votre expérience avec l'IA commence et se finit avec Google Gemini, Claude ou ChatGPT, vous travaillez ou vous êtes en contact avec des LLM, Large Language Model, qui sont, pour ainsi dire, pour utiliser une métaphore, comme des bibliothécaires. Les bibliothécaires peuvent très rapidement vous donner des faits très importants sur beaucoup de sujets. Ce sont des généralistes, pour ainsi dire. Cependant, je ne pense pas que vous vouliez que votre bibliothécaire soit votre neurochirurgien ou neurochirurgienne. Je ne crois pas que vous vouliez que votre bibliothécaire soit le contrôleur du trafic aérien de l'avion que vous allez prendre. Pour des décisions vraiment très difficiles à prendre, vous avez besoin de gens spécialisés, comme un professeur de mathématiques. Et donc, pour répondre à votre question, avec Axiom Math, on veut s'assurer que les professeurs de mathématiques vérifient et corrigent le code mathématique. Parce que nous avons besoin, dans l'espace, en IA, nous avons besoin de vérifier les choses. Parce que comme les mathématiques peuvent modéliser le monde, il faut bien sûr nous assurer que l'IA sache réellement démontrer des théorèmes. Et je pense qu'en 2026, ce ne sera plus l'année de la course vers la puissance de calcul, mais la course vers la justesse des raisonnements. Amaury, vous êtes d'accord? Côté bibliothécaire, ou vous êtes aussi dans d'autres directions par rapport au modèle d'IA? Alors je partage tout à fait le constat de Ken sur la preuve automatique. Donc le but n'est pas seulement d'avoir un bibliothécaire, c'est d'avoir un modèle qui est capable de faire du raisonnement et du raisonnement vérifiable pour être sûr que la réponse est correcte, parce qu'en mathématiques, presque juste c'est faux, si on n'a pas prouvé le contraire, et donc du coup c'est important d'avoir une vérification. Tandis que pour ce qui est de l'intuition, c'est légèrement différent. En fait, dans un certain nombre de cas, ce qu'on appelle l'intuition humaine ressemble pas mal à une reconnaissance de pattern. Vous avez déjà vu pas mal d'exemples. C'est pas la même chose que ce que vous voyez là, mais ça vous donne une idée de comment faire. Et on sait que les IA sont souvent meilleurs que les humains en reconnaissance de pattern. Donc pour moi, c'est une question assez naturelle d'essayer de voir à quel point ces IA peuvent être meilleurs que les humains sur ces problèmes. Vous avez un exemple à nous donner? Alors, tout à fait. Et il est très à propos parce que c'est avec deux personnes qui sont à Axiom Math dans l'équipe de Ken. Par exemple, si vous avez un système qui décrit une dynamique, comment évolue quelque chose dans le temps, vous pouvez vous demander si ce système a ce qu'on appelle une énergie. Eh bien, savoir trouver la forme d'une énergie d'un système pour un système compliqué, c'est très difficile. C'est quelque chose que généralement on ne sait pas faire, à part s'en mettre à l'intuition. Et aujourd'hui, on a un modèle d'IA qui est capable de prédire des énergies de manière bien plus précise que les humains, mais vraiment beaucoup plus précise. Mais quel type d'énergie? Alors, je rentre un peu dans le détail. Pas les calories de la salle de sport. Non, exactement. C'est par exemple, imaginez que vous avez un pendule. Voilà, vous avez un pendule. Vous savez que si vous l'écartez de sa position d'équilibre, eh ben, il va finir par revenir normalement à zéro. Pourquoi ça? Parce que vous avez quelque chose qu'on appelle l'énergie mécanique que vous lui transmettez, et puis avec des frottements, elle va diminuer, simplement parce que vous avez des frottements qui font perdre de l'énergie au système, en gros. Quand vous avez cette propriété dans un système, c'est un système qu'on appelle stable, c'est-à-dire qu'il revient à sa position d'équilibre, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et pour montrer qu'un système est stable, il faut trouver ce genre d'énergie, comme l'énergie mécanique, et donc il y a des systèmes pour lesquels c'est des énergies plus compliquées. And can you give us an example of what AI can prove or can do? Ken, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que l'IA peut dire et faire en mathématiques? Oui. Malheureusement, je ne suis pas très à l'aise en français, mais je vais vous donner deux exemples. Alors, un exemple que quelqu'un peut comprendre, j'en suis sûre, il est tout à fait connu que l'IA peut trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles ouvertures dans des jeux d'échecs et de Go, par exemple. Mais on joue toujours ces jeux d'échecs et de Go. C'est quelque chose qui nous intéresse toujours en tant qu'être humain. Cette capacité de trouver dans les jeux de données qui existent de nouvelles informations et de créer des données synthétiques qui sont importantes pour la recherche scientifique, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, mon collègue François Chartron, par exemple, et Alberto Alferano, qui travaillent avec Amaury, ont une liste surprenante de découvertes en mathématiques qui ne fonctionnent et qui n'ont été rendues possibles que grâce à l'apprentissage par
machine et le raisonnement par IA. Ce que je fais moi au sein d'Axiom, c'est la chose suivante. J'essaie de prouver comment nos systèmes peuvent certifier et démontrer des résultats. On commence avec un passage en revue de l'ensemble des résultats mathématiques qui commencent. Et quand on présente un problème ouvert à l'IA, ils essayent de replacer ce problème dans l'ensemble de la constellation des connaissances mathématiques que nous avons. Et nous avons des systèmes, mon téléphone pourrait d'ailleurs sonner à tout moment parce qu'un problème de la première récipiendaire de la médaille Field. Donc elle a mis en place un problème sur lequel nous travaillons. Et notre IA est en train d'essayer de résoudre le dernier calcul de ce problème. Donc si vous êtes intéressé par les géométries et symétries magnifiques qui découlent de la résolution de simples triangles et polygones, des choses qui sont vraiment très intéressantes, magnifiques, mais difficiles à résoudre, eh bien c'est là que l'IA peut aider et venir au concours des mathématiciens, mathématiciennes humaines. C'est un peu comme les langues étrangères. Il faut apprendre à parler la langue. Parfois, ça décourage les gens. Mais pour l'IA, il y a des langages que vous utilisez, c'est bien ça ? Alors, tout à fait. Comme disait Ken, quand on veut faire des mathématiques avec de l'IA, on veut pouvoir vérifier que la preuve est correcte. Et pour ça, on travaille dans des langages particuliers. L'un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle un langage formel. C'est un langage où la preuve est beaucoup plus détaillée que si vous l'aviez écrite en français ou en anglais. Toutes les étapes sont là. Mais donc c'est plus embêtant d'écrire une preuve. Mais d'un autre côté, ce qu'on récupère derrière, c'est qu'elle est complètement vérifiable par un ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle est vérifiée par un ordinateur, on a une garantie à 100% et c'est pas possible de tricher. C'est particulièrement important quand vous entraînez des IA qui s'entraînent avec ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'elles s'entraînent par essai-erreur. Vous voyez bien que si jamais vous avez un système qui vérifie qui n'est pas parfait, elle pourra s'infiltrer dans les failles, elle pourra essayer d'exploiter les failles de votre système. Alors que quand vous avez une garantie parfaite, eh bien l'IA ne peut pas tricher. Et donc quand le résultat sort, on est sûr que la réponse est correcte. Et c'est pour ça qu'elle disait qu'il travaille avec des maths formelles lui aussi, c'est-à-dire des choses qui sont vérifiées à la fin par un ordinateur. Alors peut-être, je ne sais pas si tout le monde est spécialiste dans la salle, peut-être vous pouvez dire quelques mots sur les différences entre justement LLM, apprentissage par renforcement. Ce n'est pas du tout la même chose, mais peut-être l'expliquer à ceux qui ne sont pas spécialistes. Voilà, alors tout à fait. Donc généralement, ce qu'il y a au cœur d'un LLM, d'un Large Language Model, c'est un apprentissage supervisé. Donc il y a une certaine architecture de réseau de neurones qu'on appelle le transformer, qui voit beaucoup de données et qui va apprendre avec ces données. Donc on va lui donner des phrases, par exemple, et on va lui apprendre à deviner le prochain mot de la phrase à chaque fois. Donc c'est ça que vous allez faire, et ça vous apprend le prochain mot, essentiellement le plus plausible de la phrase, et c'est ça que fait un LLM à la base. Et c'est ça qui est utilisé pour les traductions les plus rapides, en instantané quand ça marche. Exactement. Mais c'est aussi ça qui est utilisé pour un paquet de logiciels de correction orthographique. Donc aujourd'hui, vous utilisez tous probablement des LLM à un moment ou un autre. Maintenant, si jamais vous voulez quelque chose qui est capable de faire du raisonnement, vous pouvez utiliser un autre type d'entraînement par-dessus, qui est ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. C'est donc l'IA va faire des essais. Et si jamais la réponse est bien, elle va recevoir une récompense. Sinon, elle va recevoir un désavantage ou elle va pas de récompense. Et donc, en s'entraînant comme ça, elle va apprendre à maximiser une récompense et à générer des réponses donc un peu différentes. Et c'est la différence entre un LLM de base, donc que vous avez déjà essayé si vous avez essayé la version gratuite de ChatGPT par exemple, ou les versions en 2023. Et un modèle dit de raisonnement, qui sont GPT-5 en mode de réflexion, Gemini 3 Pro, Claude Opus, ces modèles-là que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'essayer. So maybe let's switch to data. Ok, donc on peut peut-être passer maintenant aux données. Pour l'IA, vous avez besoin de beaucoup de données. Est-ce qu'il y a une limite? Une limite si vous n'avez pas accès à suffisamment de données, par exemple? Eh bien, oui. Il y a beaucoup de données disponibles. Avec mon équipe, nous travaillons avec ce qui s'appelle la vérification Lean et la démonstration de théorèmes par Lean. Et il n'y a en réalité dans ce domaine pas autant de données qu'on pourrait le croire. Donc avec mon équipe, nous avons une grande liste de problèmes ouverts qui nous sont envoyés par des mathématiciens professionnels et
nous sommes en train de développer un système Axiom Prover dans lequel nous avons un ordre dans lequel nous voulons nous attaquer à différents problèmes ouverts. Et donc, les premiers problèmes sur lesquels nous avons travaillé, et nous avons d'ailleurs déjà publié des articles dans l'archive, eh bien, nous savons que les grands modèles ont été entraînés sur l'accumulation de connaissances humaines, mais lorsque l'on passe sur le domaine de la vérification, eh bien, ces modèles sont un peu en retard. Il y a une méthode qui s'appelle Lean/MathLib, où il y a des données confirmées par des IA qui doivent être certifiées dans les systèmes informatiques. Et c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons du côté professionnel comme universitaire des mathématiques. Et donc, nous avons pu déployer nos systèmes pour résoudre certains problèmes. Et d'ici à la fin de l'année, eh bien, je pense que nous serons dans une très bonne position. Je pense que la plupart des mathématiques du niveau master seront mis en ligne pour que l'ensemble du monde puisse l'utiliser. Et peut-être que dans 2 ans, nous entrerons dans de nouvelles domaines de mathématiques comme la théorie des nombres ou d'autres domaines mathématiques. Mais il y a aussi des domaines dans lesquels les données accessibles sont plutôt bonnes. Parfois, les systèmes doivent construire leurs propres données. Il y a des systèmes comme Pattern Boot et Google DeepMind qui ont leur propre système. Et donc, oui, vraiment, on peut le dire, les données sont essentielles pour nous. Amaury, je sais que vous utilisez l'IA pour mieux comprendre les systèmes. Oui, absolument. En français. Depuis que ces modèles de raisonnement existent, donc ceux où par-dessus le large modèle de langage, vous avez cet apprentissage par renforcement supplémentaire, les modèles généralistes ont commencé à avoir des très bonnes capacités à comprendre les mathématiques et à fournir des mathématiques. Donc, du coup, une application finalement qui aide déjà beaucoup au quotidien pour un mathématicien, c'est de mettre un article dans lequel on ne comprend pas le passage de l'équation 30 à l'équation 31 et demander qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, on ne fait pas confiance à l'IA comme une black box dans ces cas-là, puisque la réponse est donnée et on utilise notre capacité à savoir, quand la preuve est détaillée, si la preuve est correcte ou non. Mais on gagne beaucoup de temps à avoir quelque chose qui est capable de détailler une preuve ou alors de dire la réponse se trouve dans telle référence avec un lien et on peut aller vérifier la référence. So this leads us to the issue of teaching mathematics. Ce qui nous conduit maintenant à la question de l'enseignement des mathématiques. Pour vous, à quoi va ressembler l'enseignement des mathématiques dans les années à venir? Comment est-ce que l'on peut inciter les étudiants et étudiantes à faire des maths alors que, même lorsque l'on parle d'Olympiade, les ordinateurs peuvent résoudre les problèmes? Donc comment est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer à l'avenir? Oui, alors juste très rapidement, je voudrais ajouter quelque chose, un point que j'aurais aimé mentionner auparavant dans mon travail en tant que mathématicien. Beaucoup de ce que je fais touche au monde de la théorie. Mais j'aime aussi les Jeux Olympiques. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai été ici à Paris, c'était pendant les Jeux Olympiques. J'ai travaillé avec l'équipe de natation des États-Unis. Et là aussi, nous avons utilisé l'IA. Donc, si l'on parle de l'IA et des maths et de la démonstration de théorèmes, eh bien, je pense que si je ne parlais pas de l'utilisation de l'IA pour booster les performances des êtres humains, alors je n'aurais pas bien fait mon travail. Donc, nous avons des outils qui sont vraiment, qui travaillent avec l'IA, qui nous aident à accompagner les Olympiens et Olympiennes, par exemple. Certains de nos capteurs. Je voudrais juste ajouter quelque chose ici. Ken était un professeur d'université, mais également un athlète. De triathlon, il me semble. Oui, il y a longtemps maintenant, cependant. Et il a décidé de changer de travail pour ses vacances et est devenu coach en natation. Et en tant que coach de natation, il a utilisé les mathématiques pour
aider l'équipe de natation à accomplir de meilleures performances. Donc peut-être que vous voulez expliquer comment l'IA a été utilisée pour coacher l'équipe de natation pour les Olympiques, parce que vous étiez ici pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, mais vous étiez là en tant que coach de natation, oui, pour la Team USA. Et tous les athlètes que j'ai envoyés aux Jeux Olympiques qui sont revenus avec des médailles, à l'exception d'une personne qui a été disqualifiée. Gretchen Watch, par exemple, a été dans notre programme et nous avons utilisé l'IA pour vraiment créer des programmes d'entraînement très spécifiquement affinés pour les besoins des différents athlètes. Et donc les données sont immédiatement collectées et envoyées via un téléphone portable pour que les coachs puissent en continu offrir une amélioration, une proposition pour améliorer les performances des athlètes. Et donc, on a utilisé des théorèmes mathématiques, un cadre mathématique qui peut mesurer comment et aider à améliorer les performances d'un nageur ou d'une nageuse si vous avez les bonnes données. Et bien sûr, on ne peut pas le faire quand on est coach parce que les coachs ne connaissent pas les mathématiques. Et donc, c'est l'IA qui, en temps réel, vous dit « Coach Todd, cette nageuse devrait faire une rotation de tant de degrés de sa main à ce moment de son mouvement pour améliorer sa performance. » Ce sont des choses que l'IA peut faire et pas un coach humain. Et donc, l'IA, en tant qu'outil pédagogique pour les athlètes, c'est vraiment très intéressant. Pour répondre à votre question, en tant que professeur de mathématiques, tout va bien? Oui, tout à fait. Donc, en tant que mathématicien, professeur de maths, j'étais vraiment très inquiet de l'avenir, pour l'avenir de mon métier à cause de l'IA. J'ai passé beaucoup d'années en tant que professeur et je ne sais pas pour vous, mais voir un large modèle capable d'avoir une discussion avec moi à peu près au niveau intellectuel des discussions que je peux avoir avec des collègues a été vraiment très inquiétant. Et je me suis demandé, mais si un ordinateur peut faire tout ce que moi je fais dans mon domaine de spécialité et qu'il connaît bien plus que moi et qu'il a bien plus de connaissances en dehors de mon domaine de spécialisation, eh bien alors à quoi vais-je servir? Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au lieu d'utiliser ces modèles d'IA comme un outil final, eh bien, en réalité, je pense qu'on peut s'en servir comme un outil pédagogique. Je peux très rapidement apprendre beaucoup sur beaucoup de sujets. En tant que scientifique, je sais en réalité comment utiliser ces modèles. Et ça, vraiment, c'est une source de joie au quotidien. J'échange avec des mathématiciens et des modèles et j'apprends beaucoup sur les mathématiques, sur les sciences. Je vais bien au-delà de ce qui me semblait accessible il y a tout juste un an. Et donc, si on intègre tout ceci dans le système éducatif, de la maternelle au lycée, je fais partie de NASEM, qui est un conseil pédagogique aux États-Unis. Et on peut se rendre compte donc qu'on peut utiliser l'IA pour avoir des modèles d'enseignement plus précis qui nous permettent vraiment d'emmener les étudiants et étudiantes avec nous et pour développer cette notion de curiosité vraiment et de plaisir à découvrir. En tant que scientifique, pendant 30 ans de ma carrière, je me suis vraiment concentrée sur la théorie des nombres, un domaine vraiment très très restreint des mathématiques. Ça m'a pris des décennies pour atteindre le niveau d'expertise que j'avais, moi et mes collègues. Et je pense en réalité qu'il faut admettre que ce n'est pas nécessairement positif. Je pense qu'il est bon d'abaisser un peu les barrières pour permettre à des personnes qui sont moins expertes et pour ainsi stimuler plus de travail interdisciplinaire. Et l'IA, si on l'utilise correctement, permet ce travail interdisciplinaire. Oui, et sur la natation, je crois que j'ai vu un des coachs de Team France dans le public. Hein. Ah, mais peut-être qu'elle se rappellera de moi alors. Donc, et je connais bien Bob également. Bon, Amaury, est-ce que vous vouliez ajouter un commentaire sur l'enseignement des mathématiques? Bon, je suis d'accord sur tout.
Plus en détail, je ne me fais pas beaucoup de soucis sur la façon dont l'éducation va changer pour on va dire l'université. Je pense que beaucoup de choses vont et peuvent changer pour l'éducation secondaire. Et il y a une vraie question ici, puisque l'éducation secondaire, il y a eu quand même aujourd'hui dans le système actuel, il y a beaucoup de devoirs à la maison, de choses comme ça qui sont importantes. Aujourd'hui, la tentation de tricher sur un devoir à la maison juste en prenant une photo avec son téléphone est quand même élevé. Donc il faut repenser ce système-là. Et je pense que c'est vraiment un gros chantier pour lequel on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Alors, il y a deux choses. There are two things. There's homework. Il y a deux choses, les devoirs à la maison et les aides aux devoirs. Donc, pour les devoirs à la maison, vous avez besoin de réfléchir, mais par contre, c'est possible d'utiliser des cours de renforcement. Il y a beaucoup, par exemple, d'influenceurs mathématiques sur les réseaux sociaux qui essayent d'utiliser l'IA comme prof particulier. Mais moi, ça me fait vraiment réfléchir sur l'enseignement en classe. Est-ce que vous aimeriez rebondir là-dessus? Absolument. Si je devais utiliser un grand modèle de langage pour me préparer à un examen qui pourrait me permettre de décrocher un doctorat et que je lui demandais de m'aider, vous seriez bien surpris de voir le niveau des questions posées par le LLM. Et ce grand modèle de langage peut vous aider à mieux vous préparer à votre examen. Il peut servir de prof particulier du lycée à l'enseignement supérieur et je pense que c'est vraiment merveilleux. Je ne pense pas que l'IA remplace les enseignants. Ce serait une grave erreur de se débarrasser totalement des humains, quel que soit le domaine. Mais concernant l'enseignement et le travail dans la science, j'ai déjà vu des LLM poser une question très pertinente qui oriente la pensée. Dans mon domaine de mathématiques, en tout cas, les experts qui forment les masters, les étudiants, les doctorants, les postdocs ont un rôle essentiel. Et ces étudiants doivent apprendre à utiliser l'IA pour s'en servir d'appui et d'aide. Et puis ensuite, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait des résultats quand on obtient les résultats? Parce que, ne vous y méprenez pas, j'ai utilisé l'IA comme un outil pour augmenter et améliorer ce qui est important pour nous en tant qu'humains. Mais ce qui peut être intimidant, c'est que la machine abaisse les barrières concernant le travail physique. Par exemple, je ne connais pas les processus chimiques de la machine, d'une voiture, mais je conduis ma voiture tous les jours et j'en suis très reconnaissante. Donc, l'utilisation des machines existe depuis des siècles déjà. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, un ordinateur peut nous aider dans notre raisonnement et je pense qu'il faut qu'on essaye de se faire à cette idée. Qu'en est-il des Olympiades mathématiques? Est-ce que c'est raisonnable de continuer à les organiser ce genre d'exercice? Oui. J'ai une opinion bien tranchée là-dessus. J'aime beaucoup inciter les étudiants à étudier les mathématiques et les autres sciences dures. Il y a des olympiades en chimie ou en physique, par exemple. Mais pour être un bon scientifique, un bon mathématicien, il ne peut pas forcément avoir gagné d'olympiade au lycée. Ce n'est pas un passage obligé. Donc, je sais qu'on aime beaucoup les étudiants qui s'en sortent bien pendant les compétitions, les concours scientifiques. C'est super, mais il y a beaucoup de façons d'être un scientifique ou un physicien. Il faut tout simplement être intelligent. Il faut être intelligent au lycée. Donc, moi, je préférerais encourager le développement d'autres activités qui incitent les jeunes à s'intéresser à tous les sujets universitaires et pas seulement organiser des olympiades, ce format spécifique. J'ai une autre question, l'utilisation des robots et de l'IA sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous utilisons YouTube au CNRS pour faire la promotion des mathématiques.
Et nous nous sommes rendus compte qu'avec le nouveau code, avec l'IA, tous ces robots nous empêchent, ou tout du moins ne nous aident plus à mettre en avant nos vidéos. L'algorithme ne joue pas en notre faveur. En effet, ils ont tendance à regarder votre historique de vidéos et vous proposent d'autres vidéos qui sont liées à vos intérêts identifiés. Et même si vous essayez d'activer toutes les options, par exemple, je veux seulement suivre, voir les publications des gens que je suis, les données sont trop nombreuses et ce que vous voyez, c'est ce que l'algorithme décide que vous aurez, ce à quoi vous aurez accès. Comment améliorer cet état de fait? Comment le modifier? Est-ce qu'il y a un appel politique à lancer ici même à Paris-Saclay aux hommes et femmes politiques sur ce sujet ou sur un autre d'ailleurs? Je ne sais pas, Amaury, est-ce que peut-être vous voulez répondre à cette question? Est-ce que vous êtes un influenceur vous-même? Non, mais je travaille avec des influenceurs et influenceuses sur un autre projet lié à l'IA. Donc, on vit dans un monde où il y a énormément d'informations disponibles et donc se pose la question de savoir quelle information on présente aux gens parce que les gens ne peuvent pas voir toute l'information. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Simplement, il fut un temps un peu plus lointain, on le faisait avec des règles un peu heuristiques. Par exemple, c'est un exemple bête, mais il y a tout un tas d'entreprises qui reçoivent énormément de candidatures et qui ne regarderont que celles qui avaient la bonne ligne sur le CV. C'est une règle comme une autre. L'heure de gloire de ces algorithmes, ça a été d'être capable de faire mieux que ces règles humaines heuristiques. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par mieux. Et donc, effectivement, comme Amandine le disait, le mieux, ça a souvent été compris comme ce que vous allez préférer. Et ce que vous allez préférer, c'est ce sur quoi vous cliquez le plus, ce que vous allez regarder de plus en plus. Et donc, on a commencé à déléguer peu à peu aux algorithmes cette capacité à vous présenter des choses, à un point où aujourd'hui, ça continue effectivement d'évoluer. Donc, ça fait longtemps, mais ça continue d'évoluer. Et depuis 1 an et demi, vos choix personnels, en fait, ce que vous avez coché comme case, influencent moins. Ce à quoi vous êtes abonné influence moins. Ce qui influence de plus en plus, c'est ce sur quoi vous avez cliqué ou les choses que vous avez regardées le plus longtemps. Donc, d'un côté, ça remplit une certaine maximisation d'objectifs. De l'autre, il y a quand même on perd avec ces algorithmes le côté un peu explicable. Et donc, effectivement, ça peut parfois en faire un peu peur parce qu'il y a moins de garde-fous et on a un peu moins de choix. Donc ça, je pense qu'on l'a vu depuis un moment. Je suis pas sûr, je pense que ça va être assez difficile de lutter contre ça, sauf à avoir effectivement un mécanisme légal qui imposerait à ce genre de provider d'avoir une option qui dit « moi, je ne veux pas que ce soit personnalisé chez moi ». Donc, vous payerez le prix d'avoir des choses non personnalisées, mais au moins, voilà, c'est un prix à payer qui, pour moi, est très acceptable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme légal, effectivement. Il y avait quelques réseaux sociaux où c'était proposé et ça l'est essentiellement plus. Even if they say that you can choose it, they choose it for you. So même s'ils disent que vous pouvez choisir, le choix a été fait pour vous. Alors désolé, je n'ai aucune idée de ce que vous venez de dire. Et encore une fois, je m'inquiète vraiment énormément des répercussions des réseaux sociaux sur nous tous, sur mes amis, sur mes voisins, sur les enfants qui ne sont pas encore nés. Et je pense que nous sommes tous confrontés à cette question et à n'en pas douter dans les mathématiques pures. Il y a une course aux vues, une course aux likes. Et moi, j'aimerais que les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc je suis d'accord avec vous, les algorithmes sont très inquiétants. Et je suis même encore plus inquiet du fait qu'il n'existe que 4 ou 5 entreprises qui contrôlent ce que les humains, toute la population, voient. Et donc, je ne sais pas ce que moi, je pourrais dire pour faire avancer les choses dans la bonne direction, à part manifester mon accord avec vous. Et quand nous avons l'occasion de nous faire entendre nos voix, nous devrions le faire. Dans mon pays, beaucoup de choses totalement absurdes arrivent en ce moment. Je n'aurais jamais imaginé que nous en serions là aujourd'hui. Je ne sais pas quand cette situation terrible prendra fin.
Et donc mettre des garde-fous aux réseaux sociaux et à l'IA est essentiel. Une conclusion en une phrase pour chacun d'entre vous. Quel est l'avenir des maths et de l'IA? Et ensuite, nous prendrons des questions du public. Quel est l'avenir de l'IA? Je pense que nous traversons une période de bouleversement. En effet, les mathématiciens doivent repenser la signification des mathématiques en raison de ces nouveaux outils qui nous sont disponibles. J'aime décrire l'IA comme pouvant amplifier le travail des mathématiciens. Tout le travail ardu, qui est routinier mais difficile, peut être délégué aux ordinateurs. Je pense que c'est un point très positif. Ça m'a pris de nombreux mois pour reconnaître et accepter que c'est un aspect positif et pour être optimiste, parce que pendant la plupart de ma carrière, je travaillais dur pendant des semaines et des semaines sur des calculs et des dilemmes afin de pouvoir publier mon article. Mais c'est très libérateur de se rendre compte que l'ordinateur vous permet de libérer du temps à consacrer au processus créatif. Est-ce que je pense que juste en cliquant sur un bouton, les mathématiques pourront se dérouler d'elles-mêmes? Non, pas du tout. Ça, c'est insensé. Selon moi, les découvertes mathématiques vont s'accélérer. Je pense que le niveau et la qualité des résultats s'amélioreront et deviendront vraiment extraordinaires. Mais quand nous aurons répondu à... Mais nous ne répondrons pas à toutes les questions, les problèmes mathématiques. Nous sommes aux portes d'un âge d'or. Au XXe siècle, Hilbert a fait une liste de problèmes et tous n'ont pas de réponse. Et je pense qu'avec l'IA, nous aurons une nouvelle liste de problèmes. Amaury? Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ken. Je rajouterais juste que pour moi, le travail du mathématicien commence celui où s'arrête celui de la machine. Et donc, le fait d'avoir des IA qui sont extrêmement fortes à prouver des théorèmes, par exemple, c'est pas du tout en contradiction avec le fait d'avoir des mathématiciens. Bien au contraire, ça va au contraire accélérer la recherche en mathématiques. Merci. So, let's dive into the golden age. C'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Et bravo, donc, parce que passons à c'est pas cet âge d'or d'animer avec les deux langues en même temps. It's confusing, so bravo. It doesn't work, your translation? It has never worked. It never worked? Okay. I never heard anything. That's a problem. Yeah. You want to get something new for the questions, maybe? You're I'm fine? fine. We have time. We will translate. OK. Bon, eh bien, écoutez, dans cette grande salle, à vous pour les questions. Tenez, je vous donne mon micro. Merci pour cette présentation. I can speak English and I think that everybody understands English. Je peux parler français. More difficult for you to je pense que ce sera plus facile que pour vous de comprendre le français. Je pense que le point positif de mon point de vue, c'est que l'IA est une façon de faire les choses plus rapidement. Donc, pour la première fois, il s'agit d'un outil. Donc, vos propos sont très importants. Il faut être sûr. Il faut faire les choses bien, être sûr que l'IA fasse les choses bien. En effet, si on enlève l'enseignant humain de l'équation, alors il faut être sûr que votre esprit sera en mesure d'utiliser cet outil pour faire d'autres choses. Nous devons nous assurer que nous ne perdons pas la façon de créer un état d'esprit qui pourra être utilisé et une réflexion qui pourra être utilisée dans d'autres domaines. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très brièvement, je voudrais décrire le travail de mon équipe avec notre assistant de preuve, notre outil de preuve. Si je veux démontrer un théorème, je vais d'abord faire une esquisse, un brouillon de la preuve et je suis à 80% de l'idée. Et ensuite, je soumets ce début de preuve à notre système IA qui comblera les lacunes et essaiera de confirmer que il sera possible d'obtenir une preuve qui pourra être vérifiable à 100%. Mais à quoi ressemble une preuve produite par un ordinateur? Ça pourrait être 10 à 20 000 lignes de code informatique extrêmement difficile à lire.
Donc vous pourriez vous demander comment ce processus spécifiquement pourrait améliorer l'expérience des étudiants ou même des chercheurs. Donc moi, quand je lis la preuve informatique, j'apprends souvent quelque chose sur un sujet que je pensais connaître parce que l'ordinateur n'avait pas de biais de pensée, il n'avait pas de réflexe. Donc en lisant ces preuves informatiques d'un théorème qu'un être humain n'aurait peut-être pas pu faire, d'un côté, c'est très riche et enrichissant de pouvoir confirmer cette preuve en tant qu'être humain, et de l'autre, nous pouvons apprendre des choses que nous ne comprenions pas auparavant. Autre question? I will try in English also. Je vais aussi tenter ma chance en anglais. I was wondering if you are using Je me demandais si vous utilisiez d'autres types d'intelligence artificielle. Je pense à Bayesian ou au réseau Bayesian. Au réseau bayésien. En effet, Amaury, vous parliez de modèles liés à l'énergie. Est-ce que vous faites également des recherches pour développer de nouveaux outils? Donc oui et non. Non, nous ne cherchons pas de nouvelles architectures. Et nous ne comprenons toujours pas encore, le réseau bayésien actuel. Nous avons des interprétations quantitatives parfois, mais un transformateur, en général, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc on n'essaye pas de changer l'architecture, mais par contre, on modifie beaucoup d'éléments dans l'architecture pour adapter le réseau aux problèmes à l'étude. Mais il s'agit principalement d'expériences, parce que nous ne pouvons pas avoir un niveau maximal de convergence, et donc on essaye de tester ces réseaux. Malheureusement, nous n'avons pas de temps pour répondre à une autre question parce qu'une nouvelle table ronde aura lieu dans quelques minutes. Donc voici un livre écrit par Guillaume Gralet, un journaliste du Point. Il est en vente à la librairie. Il porte sur les personnes qui ont fabriqué, qui ont fait l'IA. Et je pense que vous avez beaucoup de chance de pouvoir vous entretenir et entendre des personnes qui font de l'IA, qui font l'IA actuellement, et dans 10 ans, vous vous rappellerez de cette table ronde. Ah oui, j'étais là, j'ai entendu Amaury Hayat et Ken Ono. Merci à vous deux d'avoir été présents, merci infiniment. Et évidemment, vous vous rappellerez également d'Amandine Aftalion parce que votre livre est également en vente à la librairie, et nous avons également une séance de dédicace. Merci beaucoup à tous et à toutes.